capitale économique du Vietnam, Ho Chi Minh-Ville est une cité frénétique, entreprenante et impétueuse. Posée au cœur d'une plaine basse et humide d'un vert éclatant, Ho Chi Minh-Ville, que l'on continue bien volontiers à appeler Saïgon, a connu 95 ans d'influence française et résisté aux Américains. Aujourd'hui, elle fait preuve d'un insolent dynamisme économique et son niveau de vie est supérieur au reste du Vietnam. Une foule pressante dans les rues, des marchés grouillants d'acheteurs et de vendeurs, des boutiques de luxe, des édifices coloniaux, des pagodes qui s'érigent en havre de paix. Saïgon, c'est tout ça à la fois. Mais c'est surtout une cité tournée vers les affaires qui attire toutes les ambitions et tous les espoirs. Pour naviguer sur le fleuve roi, Rivage du Monde a conçu le Mekong Prestige. Construit en 2012 à Saïgon, ce bateau de nouvelle génération, respectueux de l'environnement, offre à ses seuls 64 passagers une atmosphère conviviale et un confort intimiste. Son faible tirant d'eau lui permet d'accoster au plus près des villages bordant le Mekong. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Mekong Prestige. Nous allons naviguer entre le Vietnam et le Cambodge. Au nom de Rivage du Monde, je vous souhaite une excellente croisière. Dans un style d'inspiration locale, privilégiant les matières exotiques, les espaces communs du Mekong Prestige nous invitent au voyage. Donnant directement sur l'immense terrasse, le lounge bar décline une décoration élégante et chaleureuse. Conférences et spectacles traditionnels y agrémenteront délicieusement notre vie à bord. Au restaurant panoramique, qu'elle nous soit servie sous forme de buffet pour le déjeuner ou à table en soirée, le chef nous propose une cuisine délicate, inspirée des traditions locales, tout en s'adaptant subtilement à nos palais occidentaux.
Spacieuse et largement ouverte sur le fleuve, les 32 cabines sont réparties sur 2 ponts. Toutes extérieures, elles disposent d'une baie vitrée ouvrant sur un balcon privé. Bienvenue au Vietnam. Ce matin, nous sommes à Cai Bè. Nous visiterons le marché flottant de Cai Bè et les villages avec des métiers traditionnels, avec le riz soufflé, des bonbons à base de lait coco. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vers le bateau. Revenez tous. Le marché flottant de Cai Bè est l'un des plus célèbres du delta du Mékong. Véritable carrefour de ce que l'on considère être le jardin potager et fruitier du Vietnam, il est le point de rencontre des commerçants venus de toute la région depuis le XIXe siècle. En poursuivant à pied, nous découvrons l'élégante cathédrale néo-gothique française du XIXe siècle, vestige de notre présence passée. En allant à la rencontre des habitants, nous voici invités à découvrir une petite confiserie artisanale et surtout familiale. Les secrets de fabrication des bonbons à la noix de coco et celles du riz soufflé utilisé pour la préparation des galettes de riz nous sont alors dévoilés en toute simplicité. Le Mekong Prestige continue sa route vers Sa Dec. Cette ville conserve un peu de cette ambiance coloniale évoquée par Marguerite Duras dans son œuvre. Né à Saïgon, l'écrivain vécut à Sa Dec une histoire d'amour passionné avec le fils d'une famille chinoise qui lui inspira son célèbre roman L'Amant. La maison de l'homme chinois, citée dans son livre, est aujourd'hui un musée. Avant de rejoindre notre bateau, un irrésistible petit détour par le marché local offre à nos yeux d'occidentaux un spectacle haut en couleurs. À 20 km de la frontière cambodgienne, entouré de rizières, Tan Chao est un village animé et commerçant, particulièrement réputé pour le travail de la soie et pour son artisanat.
Parmi les savoir-faire de ses habitants, nous découvrons une fabrique de nattes traditionnelle. Celle-ci est tissée de feuilles de palmier, d'alpha et de jonc. L'aquaculture est une activité économique importante dans le delta du Mékong. La visite d'une ferme piscicole nous en apprend davantage sur les techniques d'élevage vietnamiennes. Alors, Phnom Penh, ville aujourd'hui d'un peu plus de 2 millions d'habitants, capitale d'un royaume qui en compte 17 millions. Phnom Penh, il faut savoir, c'est peut-être la seule ville d'Asie du Sud-Est où l'on peut suivre 150 ans, même plus de 150 ans d'histoire cambodgienne moderne, avec des bâtiments, avec des rues qui demeurent quand même en état, une architecture qui permet de suivre toute la présence française de 1863 jusqu'à l'indépendance. Ceci pour dire que Phnom Penh est un lieu qui mérite la visite et qui offre de belles surprises dans ses marchés et dans ses rues aux visiteurs. Jadis perle de l'Asie, Phnom Penh a souffert de la guerre et de l'impitoyable domination des Khmers rouges. Mais elle a depuis su renaître de ses cendres pour devenir l'une des capitales les plus plaisantes de cette région du globe. Son emplacement privilégié au bord du Mékong, les flèches scintillantes du palais royal, ses pagodes, le tumulte des véhicules envahissant les avenues du quartier colonial, Phnom Penh allie un certain charme nostalgique qui lui reste du protectorat français à une turbulence et une modernité anarchique communes à bien des métropoles asiatiques. Avec ses toits khmers classiques et ses dorures, le palais royal domine la ligne d'horizon de la capitale. Caché derrière un mur d'enceinte, cet ensemble splendide est constitué de jardins, de palais et de pagodes aux toits dorés ponctués de flèches effilées. La pagode d'argent est sans nul doute le clou de la visite. Le Musée national du Cambodge occupe un ravissant ensemble de bâtiments construits à l'image d'un temple khmer traditionnel. Il regroupe la plus importante collection du monde de sculptures khmer couvrant une période allant de la préhistoire au XIXe siècle.
À 10 km à peine de Phnom Penh, Chongko est un petit village authentique et plein de charme. Nous sommes maintenant dans un village qui s'appelle Koh Ouniatei, c'est l'île, et c'est un village qui est spécialisé pour le tissage de la soie. Nous allons rencontrer des habitants et on fait une visite d'une école. L'hospitalité naturelle de ses habitants et la candeur de ses enfants nous offrent un véritable moment de partage et de sincérité. Udong fut la capitale du Cambodge de 1618 à 1866. Si elle a cédé son rang à Phnom Penh, elle reste la grande nécropole royale du pays. Même si la cité de Udong et la plupart de ses temples datent de plusieurs siècles, de nombreux moines bouddhistes continuent d'y prier quotidiennement. Installée sur le lac Tonlé Sap, Kampong Chnang est une ville verdoyante, vibrante, vivant surtout de la pisciculture. Établie dans l'intérieur des terres, à l'abri des inondations qui se produisent au plus fort de la saison des pluies, Kampong Chnang est un point de départ pour la visite des villages flottants de Kandal et Chongkos. Ces deux villages se faisant face, ont adapté leur mode de vie aux crues saisonnières du Tonlé Sap. Maisons, commerces, écoles et pagodes sont posés sur des bateaux que l'on remorque plusieurs fois par an selon le niveau des eaux du lac. Leurs habitants vivent essentiellement de la pêche ou travaillent dans les rizières alentours.
Fondée au IXe siècle par un ambitieux roi khmer et capitale du puissant empire qui domina une grande partie de l'Asie du Sud-Est, Angkor et ses ruines fascinent. Les proportions considérables de cette cité, la beauté sans pareille de ses sanctuaires de pierre et le mystère de sa disparition font d'Angkor un ensemble archéologique aussi célèbre qu'énigmatique. Pendant près de 6 siècles, l'Empire khmer, dirigé depuis Angkor, étendit ses frontières et développa un art et une architecture uniques. Devenu le symbole du Cambodge, Angkor Wat est le temple le plus célèbre. Ses élégantes tours en boutons de fleurs se dressent harmonieusement vers le ciel. Des douves d'1,5 km entourent ce temple aux dimensions colossales, combinant toute la finesse de l'art khmer à l'ingéniosité architecturale. Contrairement à tous les autres temples d'Angkor, Taprom a été laissé à l'abandon avant d'être redécouvert au début du XXe siècle. La nature y a repris ses droits et racines et troncs massifs jaillissent aujourd'hui d'entre les ruines. Les arbres ont parfois détruit ou parfois soutenu les murs, comme un lent et spectaculaire combat entre la nature et l'architecture. Bantesrey, ou la citadelle des femmes, est un bijou sculpté dans le grès rose qui change de couleur selon l'ensoleillement. Plusieurs pavillons sont très bien conservés et les façades sont finement sculptées d'une multitude de motifs fleuris et de scènes de la mythologie hindoue, telles de véritables dentelles.